Quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes à la Philharmonie de Paris, cet endroit exceptionnel où on retrouve de la musique classique, architecture de Jean Nouvel, mais également toutes les musiques du monde et les expositions. Nous sommes dans une salle de répétition. Dans un instant, le sommaire. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a ce magnifique Steinway et puis des pupitres, car c'est ici, dans cette salle, que les gens, les plus grands orchestres du monde, philharmoniques de Berlin, eh bien, répètent les grandes partitions qu'ils vont donner dans la grande salle qui est en bas. Nous sommes avec Sylvie Buisson. Ma chère Sylvie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes co-commissaire donc de cette exposition Fujita qui est au musée Mayol à Paris, qui va durer jusqu'à la mi-juillet. De Fujita, les gens savent qu'il y a ce mélange, évidemment, de cet homme qui vient du Japon, de Tokyo. Il a fait une école des beaux-arts et il vient, parce qu'à l'époque, le centre du monde de l'art, c'était Paris. C'est Paris. Il vient à Paris et il vient dans un quartier que tout le monde connaît, qui est Montparnasse, retrouver tous ceux qui naviguaient entre Montmartre, Montparnasse, dans les brasseries, donc de Paris au début du siècle. Comment peut-on caractériser justement l'art de Fujita par rapport à tous ceux qui ont, à cette époque-là, totalement révolutionné l'art du XXe siècle? Alors on peut déjà dire que c'est celui qui vient de plus loin. Il a pris un bateau pendant 45 jours pour venir à Paris, c'est pas rien. Sa culture, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Claude Lévi-Strauss, le grand Claude Lévi-Strauss, qui dit que le Japon et la France sont les pays des contraires. Donc il fallait arriver à surmonter cette différence, avoir envie d'aller se confronter avec Paris. Il ne sait absolument pas que Picasso existe, que Modigliani est là, qu'Apollinaire est là également. Et il va tomber tout de suite dans le cénacle de cette avant-garde parisienne. C'est étonnant. Donc il y avait une fantastique envie d'arriver à Paris. Mais quand il arrive à Paris, il fait quoi exactement? C'est-à-dire qu'il s'installe où? Comment ça fonctionne? Comment ça démarre? En fait, il est un peu prévenu. On lui a dit que le monde en fait, de l'art des jeunes artistes révolutionnaires se trouve à Montparnasse. Donc il va s'adresser à l'hôtel d'Odessa pour savoir où loger. On l'emmène dans une petite chambre assez pauvre, lui qui débarque d'une superbe maison qui est dans le centre de Tokyo. Et il va se retrouver vraiment dans les conditions de la bohème de l'époque, c'est-à-dire la fin des années de la belle époque, puisque la guerre n'est pas encore déclarée, mais tout de suite il va se retrouver en pleine guerre mondiale, Première Guerre mondiale, 1914-1918, où là, tous les subsides qu'on lui envoyait du Japon sont arrêtés. Il n'a plus d'argent. Il va devoir se débrouiller, il va faire tous les petits métiers du monde pour arriver à subsister. Il va même s'enrôler dans la Croix-Rouge pour aller aider les Français à repousser les envahisseurs. C'est très compliqué le début de la vie de Fujita à Montparnasse, mais justement, c'est cette complication qui va faire qu'il va être obligé de se lancer dans l'histoire, la grande histoire de l'aventure du XXe siècle. Voilà, la grande histoire de l'art. Alors que maintenant qu'on a vu cet itinéraire, d'un enfant gâté qui ne l'est plus. Exactement. Passons à la deuxième partie, qui est la définition de ce mélange, c'est-à-dire d'une culture orientale, parce que c'est ça la caractéristique de Fujita par rapport à tous les autres, à la modernité des Picasso, Braque, Matisse et les autres. Comment se fait la jonction artistiquement parlant? Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'avant d'arriver à Paris, il est post-impressionniste. Aux Beaux-Arts de Tokyo, on lui apprend plutôt à diviser la touche, à peindre avec de la peinture à l'huile. Il est dans la section occidentale des Beaux-Arts de Tokyo. Par contre, avant, il a appris tout ce que l'art oriental de la Chine super millénaire lui a apporté au Japon. Donc, il sait aussi bien manier la peinture à l'huile que la peinture à l'eau, avec tous ces pigments minéraux qui sont ceux de la peinture orientale. Donc, quand il arrive à Paris, il est un peu déboussolé, parce qu'il ne sait plus exactement. Quand il est rentré chez Picasso, il a découvert non seulement Picasso, qui sciait les violons en deux et qui collait des papiers en 1913 avec Braque, et il a connu aussi le douanier Rousseau. Parce que chez Picasso, il y a toute cette collection de douanier Rousseau. Donc le douanier Rousseau d'un côté, Picasso de l'autre, il ne sait plus en réalité ce qu'il faut qu'il fasse, Fujita. Il est un peu post-impressionniste, il se rend compte que c'est complètement has-been, donc il faut qu'il trouve une solution. Et c'est là où il va devoir cogiter beaucoup et où il se souvient du Japon. Et alors, on voit quoi dans cette exposition, qui est une exposition qui fonctionne essentiellement sur des prêts privés? On a 46 collections privées, effectivement, qui nous ont prêté une centaine d'œuvres, plus de très grandes peintures aussi de musées, notamment du Centre Pompidou, mais aussi du musée de Grenoble, du Conseil de l'Essonne. On a de magnifiques, très grands formats et très grands chefs-d'œuvre. Et on a aussi des toutes petites peintures absolument ravissantes qu'il faut pratiquement regarder à la loupe, parce que Fujita, c'est dans le détail
qu'un pinceau très fin, un trait arachnéen magnifique. Et c'est aussi dans le recul des compositions finalement qui sont très inspirées de celles de l'estampe, c'est-à-dire très synthétiques, avec de grands aplats, peu de couleurs, beaucoup de blanc, beaucoup de noir. Et tout ça est extrêmement subtil. Extrêmement subtil et sophistiqué. Sylvie Buisson, donc, qui est la co-commissaire de cette exposition au musée Mayol à Paris, qui aura lieu, et qui a lieu d'ailleurs jusqu'au mois de juillet, entièrement consacré à Fujita. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet endroit magnifique. On a presque l'impression que vous êtes une violoniste, puisque vous êtes sur votre tabouret de répétition avec ce pupitre et le piano derrière. Nous allons passer maintenant à l'émission à proprement parler avec le sommaire que voici. Si je vous dis qui est le héros noir qui domine le box-office mondial, si vous habitez sur cette planète, vous répondrez sans hésiter Black Panther. Oui, un héros noir, ça fait des entrées, et oui, ça rapporte de l'argent. Pourquoi un film avec un héros noir n'a pas encore été réalisé par des francophones? C'est une question que nous nous poserons aujourd'hui. Nous allons aussi parler des réseaux sociaux comme scène d'expression pour les musiciens. De l'ancêtre MySpace au SoundCloud et autres Bandcamp, les directeurs artistiques des maisons de disques comme les fans de musique explorent désormais Internet à la recherche de nouvelles stars. Présentateur emblématique de l'émission de la RTBF Heb Taxi, Jérôme Collin publie son deuxième roman, Champ de bataille. Nous en parlerons dans 300 millions de critiques. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Bienvenue à vous tous, nous sommes toujours à la Philharmonie dans cette salle de répétition magnifique. Michel Serruti, mon cher Michel, bonjour. Vous êtes pianiste? Pianiste, non, trompettiste. Trompettiste? Ouais, batteur. Donc vous ne pouvez rien faire avec ce qui est derrière. Non, je peux l'admirer, mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que je me mette au clavier. D'accord. Pas une bonne idée du tout. Ma chère Pascal Bongo, toujours de cuir noir vêtu. Voyez. Voilà, vous êtes à la fois le noir et le rouge, ou le rouge et le noir, pour reprendre une célèbre œuvre française. Bravo. Voilà. Oh, j'avais pensé à Jeanne Masse. Moi aussi. Marrant. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'il s'agit d'une émission culturelle. Et elle a même pas Et que nous venons de passer à un moment de vérité exceptionnel. Vous connaissez cette phrase on peut très bien ne pas croire en Dieu, mais ne pas croire en Dieu, c'est ne pas croire en rien, c'est croire en n'importe quoi, c'est-à-dire que Jeanne Masse et Stendhal auraient quelque chose de commun. Alors, rouge et le noir. Ah ben. Voilà, et Vlan. Ce sont toutes Amobé, alors lui... lui C'est aussi, une hein. version remix Africa du rouge et du noir. Absolument. Et pour moi, ce sera ni piano, ni Stendhal, ce sera Pipo. Pipo. Ah ouais, mais ça, on joue tous du pipeau ici. Touche du Pipo. Claudia, je vous embrasse. Oui. Vous avez traversé l'océan Atlantique pour venir nous voir. Juste pour vous, Guillaume. Juste pour vous. En canoë ou en A380? Oui, t'es que kayak. Avec un kayak. Un vrai kayak. Et où t'es ta Laura, bonjour. Bonjour, Guillaume. Vous tenez toujours religieusement votre J'ai vu ça. missel électronique. Ah oui. C'est magnifique. Vous travaillez à France Télévisions, mais vous travaillez aussi pour TV5 Monde. Et elle est l'incarnation de TV5 Monde. L'incarnation du chic. L'incarnation du chic. Mais elle est restée dans le saumon, quand même, cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Elle remonte le Saint-Laurent avec quand même un jean pour faire une différence, ma chère Estelle Martin. Voilà, et en Bonjour. talons. Nous allons parler d'un premier sujet. Attention, concentrez-vous. Si je vous dis qui est le héros noir qui domine le box-office mondial, si vous habitez sur cette planète, vous répondrez sans hésiter Black Panther. Tout le monde sait que c'est un film qui connaît un succès sans précédent. Oui, un héros noir, cela fait des entrées dans le monde entier. Et oui, cela rapporte des montagnes d'argent puisque nous en sommes à près d'1 milliard de dollars, alors qu'on se souvient de la période de la Black Exploitation, par exemple, où des films étaient plutôt considérés comme des séries B. D'ailleurs, Tarantino a joué là-dessus en réinterprétant justement Jackie Brown avec le fantastique Robert De Niro. Pourquoi un film avec un héros noir n'a pas encore été réalisé par les francophones? C'est une question que nous nous poserons après la bande-annonce de Black Panther que voici. J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir.
Quel genre de roi tu veux devenir? Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya. We only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm a homie, yeah, cause we own ya. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. Et donc, revoici cette question fondamentale. Avec 3 ailes. Pourquoi un film avec un héros noir n'a pas encore été réalisé par des francophones? J'ai l'impression de participer à un jeu télévisé. Bon. Non, là en fait, c'est tout le casting. C'est là, parce qu'il y a des films avec des héros Intouchable. noirs. Ah, oui. Non, on va pas chaque fois sortir un touchable. Intouchable, c'est handicapé, c'est pas les noirs. Mais si, il y a un Omar Sy. Ah oui, oui. Mais ma première Mais attendez, vous êtes allé voir Intouchable avec comme ça, Non, vous oui, mais- Omar Sy, il est quoi? Il est... Non, mais c'est pas ça. J'ai dit une connerie. Ok, bleu. Ouais, voilà, elle dit rien. Alors allons-y. Non, mais juste, non, et Black Panther, là où c'est phénoménal, c'est que tout le casting est noir, que la bande-son, c'est Kendrick Lamar, donc une figure du rap américain noir, qui a vraiment une volonté de mettre... Et c'est un Marvel. Alors là, il existe depuis, je sais plus quand il est sorti, hein, Black Panther, 66, donc c'était un Marvel qui existait déjà, qui racontait donc l'histoire de super-héros noirs. Et c'est là où c'est incroyable. C'est pour ça qu'au Nigeria, tout le monde s'est précipité. On a vu ces images pour l'avant-première. C'est ça, la spécificité. Et après, pourquoi? Alors, voilà, malheureusement, je vais vous piquer à tout le monde. Pourquoi il n'y en a pas au pays francophone? Déjà, nous, en France, on ne sait pas faire des blockbusters, à part si Luc Besson, mais le problème, c'est que Luc Besson, il n'est pas noir. Donc déjà, c'est un problème. Non, mais, parce que là, le Je réalisateur... rappelle que dans est le noir. 5e élément de Luc Besson, l'un des héros était noir. Oui, mais seulement un. Alors que là, c'est ça qui est incroyable, c'est tout le casting. Et d'ailleurs, il y a des vidéos. Alors, Mais pourquoi c'est incroyable? Laura, mais parce que ça n'existe pas. Ben parce oui, que, mais parce que c'est ça le problème. Ben oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les spectateurs posaient en disant, vous vous rendez compte, donc de couleur noire, disaient, vous vous rendez compte, vous les blancs, vous vous rendez pas compte que à chaque fois que vous allez voir des films, c'est comme ça. Alors que nous, c'est la première fois. Et oui, je comprends que, effectivement, mais nous, le problème, c'est qu'on n'a pas. Moi, j'ai juste rencontré Jean-Claude Barny, qui a fait le Gang des Antillais et qui a cette envie. Il disait que, justement, avec le Gang des Antillais, il voulait faire un thriller nègre, je le cite, parce que, pour lui, il faut conscientiser et divertir. Et le Gang des Antillais, donc c'était un casting, là aussi, que des acteurs noirs, soit d'origine africaine, soit d'origine des Antilles. Et ça racontait une histoire vraie, qui se passait dans les années 70, Blaxploitation, et c'était vraiment son envie. Mais c'est le seul film, à ma connaissance, alors peut-être que vous allez me dire qu'il y en a d'autres, où vraiment il y avait cette volonté d'avoir un casting... Dans le cinéma 100% noir. américain et anglo-saxon d'aujourd'hui, pour des raisons qui sont des raisons à la fois esthétiques et commerciales, il y a toujours un blanc, un noir, un chinois. Ça fait même partie du fonctionnement du système. L'Arme fatale, toutes les séries, vous aviez à la fois le héros blanc, puis le noir, Hulk les bons tuyaux dans les grands. Mais plus récemment, Labyrinthe, Voilà. vous savez, c'est un grand Alors, succès non, mais pour la les grande adolescents. question, C'est exactement ce Ceux casting. qui découvrent ce Black Panther, quel est le fondement de la réussite commerciale extraordinaire de ce film? C'est ça la grande question. Il y a des grands acteurs, 200 millions de dollars, un grand réalisateur. Après, voilà, et puis en plus, un énorme succès des comics aujourd'hui. Enfin, à Mobé, peut-être que... Je pense que on est parti sur une mauvaise piste parce que c'est pas du tout comparable. Aux États-Unis, ce qui a été fait, c'est que c'est un blockbuster. Effectivement, à part Besson ou éventuellement Thomas Langman, même s'il a des problèmes financiers aujourd'hui, personne n'est capable de faire un blockbuster. Mais la différence, c'est que là, ce sont des Blancs qui ont produit un film dans lequel il n'y a que des Noirs. Yes. Donc déjà, ce que vous disiez, Jean-Claude Barny est antillais caribéen. Il a fait une démarche pour parler d'une partie de l'histoire des Caribéens francophones et il a mis un cast qui est un casting. Donc il a recruté des comédiens, des acteurs, mais c'est une production qui est portée par un Afro-Caribéen. Là, c'est une histoire qui existe
produite par Marvel depuis 66, avant l'érection du verbe ériger du Black Panther Party en 1966, et le casting est totalement noir. Ça ne peut pas arriver en francophonie parce que soit on se dit la vérité, soit on ne se la dit pas. Mais on se dit la vérité. Eh bien, il y a un malentendu colonial, c'est-à-dire que pourquoi Bertrand Tavernier, pourquoi d'autres réalisateurs iraient penser à produire un film dont le schème culturel et civilisationnel est exogène à la France. Ça ne peut pas arriver. Aux États-Unis, il y a eu un combat. Il y a eu Oscar Micheaux, qui est le pionnier de la cinématographie afro-américaine. Il y a eu ensuite Melvin Van Peebles, tous ces gens qui ont inventé la blaxploitation. Et surtout, avec Spike Lee, il y a eu une explosion du film afro-américain indépendant, toute une génération de jeunes réalisateurs, Boys in the Hood, qui ne mettaient que des Noirs. Mais là, c'était des Noirs qui produisaient avec des Noirs. Et en France, ça n'est pas possible. Il n'y a pas une seule star noire française établie, à part cet accident industriel, malgré tout son talent que constitue Omar Sy, depuis le théâtre nègre. J'adore cette idée qu'Omar Sy nous regarde à l'autre bout du monde, qui doit regarder TV5 Monde. Non, mais c'est qui pas... vit en partie à Los Angeles. Non, mais c'est pas de sa faute. Cher accident industriel, bonjour. Depuis le théâtre nègre des Champs-Élysées, on peut compter, il y a des gens qui l'ont fait. Pascal Légitimus a fait un film qui s'appelle Darling Légitimus, qui est un hommage à sa grand-mère. Voilà. Qui était une actrice de Jean Genet. Absolument. Doyenne des comédiennes françaises. Qui connaît Jenny Alpha? Jenny Alpha était la doyenne des comédiennes françaises qui a joué pour Sacha Guitry. Personne ne la connaît, donc c'est ce malentendu. Il n'y a pas de star noire. Aïssa Maïga a commencé avant Marion Cotillard. Personne ne la connaît aujourd'hui. Donc le problème, c'est ça. Si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez Aïssa Maïga? Elle n'a pas le statut. Il y a aussi, pardonnez-moi, mais il y a aussi... Alors là, il peut y avoir aussi une question de talent. On ne peut pas raisonner uniquement en termes de communauté. Oui, mais pendant 2 siècles, il n'y a pas un seul talent. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, mais je vous pose la question. Ça voudrait dire qu'à chaque fois, il n'y a pas un seul acteur capable de poser du talent. Mais est-ce que, pour compléter cette réflexion sur l'émergence justement d'une volonté de produire quelque chose de très populaire, ne s'appuie pas aussi sur le fait qu'il y a 20% de Noirs aux États-Unis et qu'il y a un continent entier où la population est noire, alors qu'en France, la proportion de population noire dans l'ensemble, ou en tout cas dans l'ensemble francophone, il y a quand même beaucoup moins de gens... Vous avez raison, mais si cette proportion était respectée, on n'en discuterait pas. C'est qu'elle n'est même pas respectée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentativité de même cette infime représentation. Michel Serruti. Ouais, moi j'aimerais vraiment rebondir sur ce que disait Amobé, parce que paradoxalement, on est en train de dire pourquoi la francophonie n'a pas réussi à faire un film comme celui-ci, mais les Américains non plus n'ont pas réussi à faire un film de la même manière que les francophones ne seraient pas capables de le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce film-là, c'est quand même une jolie escroquerie. Alors peut-être pas le film, mais en tout cas l'accueil qu'il reçoit du public. Parce que... Alors, il n'est pas une escroquerie, c'est un succès mondial. Oui, mais par rapport à la place des Noirs. Parce qu'évidemment, on est tous en train de dire c'est merveilleux, il y a des Noirs partout, ils sont dans le film, tralali, tralala. Moi, je veux bien, mais à part ça, il y a des Noirs partout, vous mettez des Blancs dans tout le film à la place des Noirs, vous n'avez pas besoin de changer un seul mot du dialogue. C'est absolument pas représentatif des problèmes des Noirs africains, c'est absolument pas représentatif des Noirs américains. Et de leurs problèmes. Je termine. Non, je termine parce que c'est important. Calmez vos ardeurs, s'il vous plaît. Non, moi, je termine. Vraiment, c'est un truc. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des journalistes qui sont. Il est très colère. Ouais, parce que c'est emblématique. Moi, c'est un truc qui me révulse un peu parce que c'est très emblématique d'une perversion du système. Parce qu'aujourd'hui, quel est le caractère dans le film Black Panther qui est le méchant de l'affaire? C'est qui? C'est un Black américain. Alors, l'Africain est vu comme étant une figure qui est noble, qui est courageuse, qui sauve le monde. Mais le Black américain, dans le film, il est vu comme le violent, le méchant, le gangster, le sale type. Donc on est encore une fois dans le cliché américain où les Blacks sont vus, américains, comme les méchants, les violents, les sales types. On est toujours là-dedans, on n'est pas sorti de ce cliché-là. C'est un Marvel, il faut rappeler un petit peu, c'est des comics, là on parle d'autres choses. Alors je sais que ça véhicule des idées. Laissez s'exprimer le révolté du beau. Merci. Non mais... effectivement, moi je ne vous parle pas du film, je ne vous parle pas des qualités du film. C'est un blockbuster qui est d'ailleurs ni un grand film, ni un mauvais film. C'est un film très moyen dans les Marvel, je trouve. Moi je vous parle de la réception du public. Et aujourd'hui on est tous... Pour qu'elle comprenne, vous n'avez pas bien précisé la dichotomie qui existe entre ce qu'on appelle les natives et les Africains qui arrivent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis... Non, mais je parlais de la plèbe, je me mets dedans. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas noir. Il y a des Noirs négro-américains qui sont là depuis des siècles et des siècles, et par exemple, Barack Obama est un Africain. Jesse Jackson est un African-American native. Donc il y a cette dichotomie. Et dans la représentation du film, eh bien, il y a tous ces jeux-là et tous ces messages subliminaux, parce que le scénario est écrit par des Blancs.
Et un des reproches un des plus gros reproches qui est fait d'ailleurs au film par une certaine communauté noire américaine en Afrique du Sud, il faut le dire aussi, parce qu'ici on lit des choses, d'articles de blancs qui disent c'est merveilleux, mais il y a de vraies critiques. Si, c'est devant le succès. Arrêtons là. Non, parce qu'on parle... comprends parfaitement les arguments que vous défendez. Mais ce qui, au départ, a fabriqué l'énorme, comment peut-on dire, buzz, pour employer ce mot débile, à propos de ce film, c'est le succès phénoménal. Point. Oui, mais on se réjouit du succès phénoménal parce qu'il y a des Noirs et on se dit c'est merveilleux, enfin des Noirs sont là. Donc moi je trouve que c'est un petit peu plus complexe que ça et je trouve qu'il y a certains critiques et journalistes noirs en Afrique ou aux États-Unis qui disent là, mes chers amis de couleur, vous vous êtes fait avoir. Parce qu'en plus, il y a un parti, on en parlait aux États-Unis, qui est le Black Panther Party, qui a existé à peu près en même temps que la fameuse Black Panther. Et là, il y a vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des journalistes qui parlent de ça. Ne vous excusez pas. Non, mais je dis, c'est pas mon point de vue que je suis en train forcément de mettre en avant. On est en train de travestir ou de faire oublier une partie de l'histoire, par exemple, parce que le dit noir, qui a le mauvais rôle dans le film, qui a le rôle du méchant, il vient d'Oakland, là où est né le Black Panther Party. Et finalement, c'est lui qui perd dans le film, qui est considéré comme le violent, alors que le Black Panther Party était considéré aussi comme un parti qui ne voulait pas tendre la joue droite si on le battait sur la joue gauche. Et on est en train, d'une certaine manière, pour certains Noirs aux États-Unis, de faire oublier un pan de l'histoire ou de réécrire une partie de l'histoire de l'émancipation des Noirs aux États-Unis avec un film comme celui-ci. Et c'est ce contre quoi je m'érige, et c'est une donnée qu'on ne voit absolument pas de ce côté-ci de l'Atlantique, ou qui est en tout cas pas chroniquée dans la majeure partie des réactions des médias. Claudia La Rochelle. C'est à mon tour. Ça faisait longtemps aussi, il faut le dire, et c'est pour ça, c'est ce qui explique en partie l'immense succès commercial de Black Panther, c'est que c'était dans la mijoteuse depuis très, très longtemps. Le projet a été avorté, on a repris. C'était Wesley Snipes, je pense, au début des années 90, en 92, qui avait comme démarré l'entreprise, le développement, en fait, de Black Panthers. Donc, nous, au Québec, très près des États-Unis, très passionné par l'univers Marvel, on en entendait beaucoup parler. Alors, on attendait ça impatiemment. Le succès chez nous est phénoménal. C'est encensé partout, ou presque, par la critique. Et c'est expliqué, oui, en partie pour les raisons qu'on a évoquées, mais il y a quelques mois déjà, et même encore, on est pris au Québec, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, par une controverse concernant le blackface. Je ne sais pas si jusqu'à chez vous, vous avez tous ces soucis-là. Si, c'est arrivé en France. Voilà. En fait, le blackface, c'est le fait que des Blancs se griment en noir sans comprendre que ça a une signification politique qui renvoie à l'époque de la ségrégation. Il y a eu une affaire avec Griezmann. Avec le footballeur. Le footballeur Griezmann, etc. Il rendait hommage aux Harlem Globetrotters. Oui, voilà. Et c'est aussi que ça nuit à la représentation aussi. On parlait de la représentation. On a d'immenses problèmes de représentation, nous aussi, au Québec, soit dans nos succès sur la scène, au théâtre, au cinéma, dans nos téléséries. Il y a trop peu de rôles interprétés par des Noirs. Et ça, c'est et de voir un film comme Black Panthers, je pense que ça réjouit beaucoup les gens chez nous qui, d'abord, accueillaient un film de super-héros avec beaucoup de bonheur. Il y a quelque chose de ludique aussi dans ces films-là, mais aussi pour peut-être le retour du balancier par rapport à la représentation sur les écrans. Et vous pensez de quoi, de ce que Michel a dit, vous pensez quoi, vous? J'adhère à 1000% avec la Suisse romande et flamande, mais je voulais, juste pour revenir sur la France, citer un moment charnière dans l'histoire de la diversité, même si c'est un nom qui est détestable, la représentation des cinématographies. Le film de Mathieu Kassovitz, en 1995, La haine, qui est, à mon avis, et je respecte Mathieu Kassovitz, pas un plagiat, mais un emprunt à Spike Lee pour Do the Right Thing, dans beaucoup de scènes, même si les gens ne l'ont pas dit. Il y avait trois acteurs, Vincent Cassel, grand talent, respect, comment il s'appelle, Saïd Taghmaoui, qui a dû s'exiler, et l'acteur d'origine béninoise qui n'a pas fait de carrière. Donc on pourra toujours dire, oui, mais OK, vous êtes là en train d'ergoter, est-ce que c'est une question de talent? Non, les faits sont là. C'est très difficile d'établir une carrière en France parce que l'esprit français n'a pas encore absorbé l'idée qu'il puisse y avoir ce genre de situation où des acteurs noirs ou non blancs puissent incarner le box-office et être bankable au point d'en faire des films. Ne me regardez pas avec cette air... pénétré. Mais c'est ça, je vous écoute avec attention et admiration. Tout d'un coup, le Michel va parler. Non, sur les réseaux sociaux, c'est l'engouement. Oui. Et il y a même le Black Panther Challenge.
comme il y avait eu le Ice Bucket Challenge, qui a pour but de permettre à des enfants défavorisés de voir le film. Et l'actrice Lupita Nyong'o, elle a joué le rôle du Black Panther Challenge en disant « Je veux que ça devienne un blackbuster », c'est le terme qu'elle emploie, et a offert 600 places de cinéma à des enfants défavorisés de son village au Kenya. Et ce mouvement a été très suivi sur Internet et les gens se sont mis à offrir des places pour voir le film. Donc il y a plutôt une bonne opinion du film. C'est pas aussi pointu que Michel. On va pas chercher justement la petite bête là-dessus. Ils sont plutôt contents de ce film et les populations africaines montrent justement leur engouement pour ça et répondent sur les réseaux sociaux. Ils sont contents d'avoir ce film-là. Ils ne voient pas toutes les... Voilà, la notion de modèle, la majorité silencieuse n'a pas toujours raison. Mais la notion de modèle, c'est quand même important, ça. Non, mais ce qu'il faut comprendre, il y a une dimension intra-américaine qui nous échappe complètement, qui échappe pas du tout aux Noirs aux États-Unis, et les critiques dont je me suis fait le porte-parole viennent d'une partie de la communauté black aux États-Unis. Ça nous passe à des kilomètres au-dessus, mais pour eux, c'est une réalité. Et ce film, d'une certaine manière, ne rend pas du tout hommage à la communauté mais noire américaine. Vous savez, mon cher Michel, car vous êtes un observateur extraordinaire de la vie culturelle francophone, de la vie culturelle tout court. J'ai l'impression d'être une basse russe dans un orchestre. Vous savez très bien que le succès a comme mission fondamentale d'effacer la critique. C'est ça le succès. Eh bien, nous sommes là pour le rétablir. C'est quelque chose qui réunit tout le monde et qui annihile les critiques. C'est même la définition du succès, fut-elle d'ailleurs compliquée. Nous allons parler d'un autre sujet. Maintenant, la plupart des groupes passent par l'utilisation de SoundCloud, de MySpace et autres Bandcamp, qui sont les directeurs artistiques, qui sont donc des plateformes qui permettent d'adresser son travail. Et les directeurs artistiques sont comme Laura, ils sont sur leur ordinateur ou sur leur iPad, et ils regardent ce qui se passe, et à ce moment-là, ils appellent justement les artistes qui leur plaisent. C'est exactement comme ça que sont nés, on en a parlé la semaine dernière, je crois, les Limignagnas, qui travaillaient dans la bonne ville de Perpignan et qui, d'un coup, se sont retrouvés des héros à Detroit. Quels sont ces nouveaux réseaux, c'est-à-dire quels sont ces nouveaux artistes, qu'est-ce qu'on doit repérer qui est intéressant et pointu? On écoute un extrait d'un de ces artistes qui, justement, émane de cette nouvelle scène. C'est le rappeur Eddie de Pretto. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Voici le clip d'Eddie de Pretto, donc, qui s'est lancé sur une plateforme et qui a été repéré par tout le monde et qui était récemment donc aux victoires de la musique. Ma chère Laura, vous êtes avec votre micelle électronique. C'est donc sur ces micelles électroniques au pluriel qu'on découvre MySpace et les autres. Alors MySpace, ça y est, c'est quasiment fini. Ouais. Parce que MySpace arrive en 2003 aux États-Unis et c'est la première grande plateforme où des artistes vont poster leur musique et se faire repérer et donc changer un peu la donne qui existait jusqu'à présent. Et ça dure jusqu'en 2005 et en 2005, face au succès, le fondateur vend le site au groupe Murdoch. Et là, c'est la dégringolade jusqu'à aujourd'hui, à part en 2013 où Justin Timberlake a été nommé directeur pour essayer de relancer un peu MySpace, mais ça n'a pas fonctionné. Voyant la bonne idée, SoundCloud vient quelques années après, en 2007, en Suède, maintenant ils sont présents à Berlin, en disant « Tiens, c'est une super idée, on va l'améliorer, on va le rendre encore plus sexy ». Et ils ont pris une grosse part du marché. Donc ça, c'est... Ils ont fait comment pour le rendre plus sexy ? C'est une interface. Sur MySpace, c'était tout simplement des vidéos de groupes qui jouaient. Ce qu'il y a, c'est que là, ça évolue tellement vite que l'interface est encore plus facile, plus attractive. Donc là, SoundCloud, c'est toujours un des leaders de sites pour écouter et faire découvrir de nouveaux artistes. Parce qu'il faut distinguer ces plateformes-là avec des Deezer, des Spotify, des iTunes Music qui, elles, vous proposent des musiques qui existent déjà. Ils vont vous faire découvrir de jeunes talents aussi, mais il y a moins... Si vous, Guillaume, vous sortez un album et que vous... Enfin, c'est un mauvais exemple parce que tout de suite, tout le monde le plébiscitera et voudra communiquer dessus.
Mais si un anonyme veut poster quelque chose, c'est plus compliqué de le faire directement sur Deezer. Il paye, parce que c'est ce qui est arrivé à Petit Biscuit, qui est devenu le plus grand, qui est devenu un succès mondial. En fait, alors je ne sais pas combien on paye, mais pour se proposer à Spotify. Moins oui, il paye. Spotify et Deezer, et il a envoyé son morceau qu'il avait fait dans sa petite chambre, et c'est devenu un succès mondial parce que après c'est un système. Bon après, je ne vais pas y revenir, mais où on y reviendra peut-être après. Marketing avec les fameuses playlists. Si on écoute tous, voilà, et ça, on est dans la bonne playlist, on peut devenir l'artiste de demain, et c'est incroyable comment ce petit jeune de 18 ans a eu un succès. Mais c'est un cas isolé. Enfin, ils sont pas une question de playlist. Non, Attendez. Tout ça, pardonnez-moi, chers amis, tout ça est légèrement bordélique. Termine, Laura. Et après, non, mais effectivement, en payant, puisque c'est des plateformes qui proposent un service, on peut y avoir accès et demander, mais SoundCloud est un peu plus démocratique. Et il y a une pluralité de sons qu'on ne retrouve pas ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Il y a à peu près 150 plateformes qui proposent de la musique. Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle TuneCore. Et quand on est artiste et qu'on veut être diffusé sur le plus grand nombre de plateformes, et sur ces 150 plateformes, on fait appel à ce site, effectivement, moyennant finance, pour être bien diffusé. Donc ça a vraiment changé la donne. Et aujourd'hui, quand on est en inconnu et qu'on fait de la batterie dans son garage, si on a du talent, on peut y arriver beaucoup plus facilement, à mon avis, qu'il y a quelques années en arrière. Jouer dans le garage d'à côté. Ce que je voulais simplement signaler concernant la musique, à propos de ces plateformes, c'est qu'au départ, beaucoup, évidemment, des jeunes groupes qui se lancent ou des chanteurs, ce qu'ils veulent, c'est être repérés, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est pouvoir accéder à des concerts dans le coin pour vivre, parce qu'on n'est plus dans le système d'avant, où effectivement on essayait d'être repéré par un directeur artistique pour enregistrer un album. Le départ, on parlait d'Illiminianas tout à l'heure, le départ de tout, c'est de tourner via des enregistrements sur les plateformes et après éventuellement d'enregistrer. Mais vous vouliez ajouter quelque chose, cher Saumon, d'assez sophistiqué. Non, mais je trouve ça passionnant comme l'industrie musicale est en train de muter, de se métamorphoser. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cru que c'était la fin des maisons de disques. Et d'ailleurs, on voit qu'elles sont quand même encore un petit peu... voilà, c'est un petit peu difficile parce qu'elles ont vu comment Internet a permis à ces jeunes artistes d'exister. Alors, ils pensent qu'ils peuvent exister tout seuls parce qu'ils font des millions de vues. Les entrepreneurs. Voilà, mais le problème, c'est que les millions de vues ne font pas des millions de dollars ou d'euros en banque et que parfois, ils ont besoin de start-up ou de maisons de disques pour les aider à les accompagner justement concerts, promos. Mais Petit Biscuit, par exemple, lui, alors je reprends lui, mais parce que c'est quand même un exemple emblématique. Rappeler à tous ceux qui ne savent pas qui est Petit Biscuit. Petit Biscuit, c'est un jeune qui s'est fait connaître, encore une fois, il a 18 ans, c'est de l'électro. Sunset Lover, je suis sûre que si vous l'entendez, ça a cartonné, mais dans le monde entier. Et pourquoi ? Et là aussi, je trouve ça intéressant par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, Spotify, Deezer, travaille avec les algorithmes pour avoir les bonnes playlists. C'est-à-dire qu'on vous propose ce que vous aimez, ce qui est un peu d'ailleurs dérangeant, c'est-à-dire que vous allez plus piocher là, c'est qu'ils vous proposent ce que vous aimez. Et là, ils ont vu que ce titre plaisait dans une certaine playlist. Et là, c'est incroyable les chiffres. Il est passé de Electro Chill, donc le nom de la playlist, donc 292 000 abonnés, à Hit du moment, 1 million d'abonnés. Vous imaginez comment on peut vite devenir une star dans ces cas-là. Est-ce qu'après, ça fait une carrière sur le long terme ? Claudia. Mais c'est intéressant tout ça, mais encore faut-il que les artistes acceptent de suivre la vague aussi. Et c'est tout un défi pour toute une génération. Il y a toute une génération qui est née avec ces nouvelles plateformes, que je dirais des plateformes plus commerciales que sociales, mais il y a toute une génération aussi qui doit s'adapter. Alors je me demande jusqu'à quel point il faut le faire pour entrer, pour suivre, pour être pour être dans le jeu, pour rester, pour être à la une des magazines et bon. Rester une vedette, rester une star célèbre. Je me demande jusqu'à quel point il faut embarquer. Michel, vous qui êtes passionné par l'histoire de la musique, il y a évidemment la musique qui s'est transformée avec l'arrivée du disque, de la radio, puis après la musique s'est transformée avec l'arrivée du CD. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui la musique se transforme avec l'arrivée de ces plateformes ? Et comment ? Il y a quand même une continuation, on va dire, de la culture musicale aujourd'hui, alors qui se transforme, certes, mais qui continue d'exister. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de se faire connaître. Et dans le cadre de toutes les plateformes dont on parlait, moi je vais vous en citer simplement une, en Suisse, c'est mx3.ch. Alors, c'est pas Sandbeats, c'est pas les différentes plateformes dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment une plateforme qui a été créée par 5 radios suisses importantes, dont Couleur 3, par exemple, qui permet à n'importe quel musicien suisse de s'inscrire, c'est gratuit en plus, il s'inscrit, il met son morceau, les maisons de disques sont également inscrites, peuvent aller écouter les morceaux, les organisateurs de concerts sont aussi inscrits, ils peuvent aller écouter ce qui se passe, les radios mettent leur playlist, le fan, vous, moi, n'importe qui peut aussi s'inscrire et puis suivre ce qui se passe. Donc on a vraiment un lieu d'échange qui existe depuis des années maintenant et qui est assez, je veux dire, emblématique
de la façon dont la scène musicale aujourd'hui fonctionne dans les rapports qu'il y a entre les producteurs, entre les musiciens, entre les organisateurs de concerts et le fan lambda. Et il y a cet échange aujourd'hui qui existe, qui n'existait pas avant parce qu'il y avait effectivement des barrières qui étaient beaucoup plus marquées entre la production, entre le public, entre l'organisateur de concert et le musicien. Ça a changé. Ces barrières-là, elles ont tendance à s'estomper. Comment on faisait avant? C'est-à-dire, vous le disiez avant, comment est-ce qu'ils faisaient les managers? Ils allaient dans les concerts, mais comment on obtenait le concert? Avant, a posteriori, avant, vous envoyiez votre maquette et vous passiez à la maison de disques, véritablement, où les managers se déplaçaient plus. Mais il y avait aussi ce contact. Mais simplement, aujourd'hui, ce contact, il est 2.0, c'est-à-dire qu'il se fait effectivement sur les plateformes comme MX3.ch. À l'époque, il y a des talents qui restaient dans leur chambre toute leur vie. C'est ça. Alors, juste, si mais ils jouaient plus ensemble. En un mot très court, dire que en fait, ce sont les usages qui ont changé, que le maître mot, c'est digital, c'est-à-dire que les modes de consommation d'antan ont disparu, la télévision linéaire, c'est terminé, la radio linéaire, c'est terminé, le point de convergence, c'est le téléphone. La plus grande chaîne de télévision du monde s'appelle YouTube. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans tout ça. La bonne nouvelle, a priori, c'est que tout le monde peut y aller. La mauvaise nouvelle, c'est que... Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Ça veut dire que même dans le digital, il va falloir, et je vous rejoins, trouver, parce que les majors trust aussi, et il y a aussi des magouilles. On voit des gens qui ont des vues, on voit que les gens achètent, etc., etc. Ça fausse un peu les données. Mais la super bonne nouvelle, et c'est vous, Maestro, qui aviez raison, c'est que seuls les vrais artistes qui sont capables de faire du live et de la scène, seuls ceux-là auront une carrière. Oui, mais attention quand même aux arnaques, parce que là, on a vu Spotify, qui est la première plateforme de streaming musical, où on paye un abonnement environ 10 € par mois pour écouter les artistes. Mais là, ils se sont fait épingler parce qu'ils ont créé de faux chanteurs et de fausses chansons, et ils ont touché des royalties sur tout ce qu'ils mettaient en ligne. Donc, ils ont fait 50 chansons différentes. Ils les ont évidemment mis en tête de leur playlist. On les a écoutées et ça a généré de l'argent. Donc, ça a des limites. Il y a un site qui s'appelle le Tourne-Disque qui fait découvrir de nouveaux artistes que je vous recommande, qui n'est pas encore... qui reste intègre. Voilà, je vais dire adieu à Amobé, que j'embrasse, qui est mon Denzel Washington. Moi, les cheveux, c'est vrai. Vous n'avez pas l'impression que ça repousse un de ces jours? À bientôt, Danny DiCaprio. Mais voilà. Vous avez rendez-vous avec ce moment exceptionnel de culture francophone, puisque nous allons faire le tour du monde de la culture francophone en moins de 2 minutes, ce qui est un exploit que voici. Stéphane Audran, un visage, un regard du cinéma français des années 60 et 70. Avec Claude Chabrol, elle tournera une 20aine de films. Pardon, je t'en supplie, maman. Je te pardonnerai après le jugement, quand tu seras morte. Regardez cette femme enceinte. Sur son ventre, il y a une tête de mort. C'est une des icônes de Gustav Klimt, mais comme toujours, on a l'énigme et on cherche encore la réponse. L'art, en général, finit souvent par s'immiscer dans nos vies, dans le bon sens du terme, par s'infiltrer, s'incruster. Le peintre a fait découvrir à l'insulaire la beauté d'un soleil couchant, et le chasseur a inspiré l'artiste. Quand on croit vraiment en quelque chose, on prend tout sur soi. Toutes les pires douleurs. Sarah, l'histoire d'une adolescente qui découvre le théâtre mais qui vite va provoquer la controverse avec ses idées originales. La norme était blanche, la beauté était blanche. Et donc très tôt, il y a des hommes et des femmes qui disent « nous devons produire des jouets dignes à notre image » et les poupées sont évidemment un instrument donc de représentation de soi et de lutte contre les images dégradantes. Ces œuvres étaient disséminées dans tous les recoins de l'aéroport. Pour la plupart, elles font partie de l'inconscient collectif, mais certaines ont marqué les passagers. Refrain, couleur du ciel. La voix douce et des notes printanières, c'est avec cette chanson intitulée tout simplement Refrain que Lys Assia a remporté le tout premier concours de l'Eurovision en 1956 à Lugano. Récompensé déjà à 2 reprises par le prix du cinéma suisse, le réalisateur du Génie helvétique est un habitué. Cette fois, il s'est glissé pendant 18 mois dans les coulisses de l'Opéra de Paris pour filmer le quotidien des musiciens, danseurs et techniciens. Troisième sujet de 300 millions de critiques. Il est, vous le savez probablement, pour ceux qui nous suivaient
En Belgique, le présentateur emblématique de l'émission de la RTBF qui s'appelle Heptaxi, Jérôme Collin, publie son deuxième roman qui s'appelle Champ de bataille. Il y décrit les difficultés d'un couple face à l'adolescence mouvementée de leur fils. Qui n'a pas connu cette situation? Nous en parlerons après cet extrait de l'invité de Patrick Sémonin, où Jérôme Collin, lui-même, en personne lui-même, explique ce qu'est Champ de bataille. Le champ de bataille, c'est la famille. Tout d'abord, on est dans une famille dysfonctionnelle, je crois comme pratiquement toutes les familles, où les parents ne sont absolument pas préparés à avoir un adolescent. Ils expliquent, un soir, on a mis notre enfant couché, c'était encore une belle petite chose qui nous aimait d'un amour absolu. Et le lendemain, dans la maison, un monstre s'est réveillé. Et là commence évidemment une guerre à laquelle les parents ne sont pas préparés. Et c'est quelque chose qu'on vit tous, je pense, dans nos vies. Oui, ça veut dire, et je reviens là-dessus, que des événements qui se produisent à l'extérieur, comme les attentats de Paris ou de Bruxelles, finalement, bouleverse aussi la vie des familles. Ah oui, elle bouleverse notre vie, évidemment, et notamment par rapport à nos adolescents. Là, déjà, les parents sont perdus. Ils ne sont pas préparés à la guerre qu'ils vont devoir mener dans leur famille, mais en plus, ils ne sont pas préparés à certaines choses, notamment avec l'Internet mobile aujourd'hui, le fait que les enfants, après les attentats, aient été exposés à énormément d'images d'horreur, sans en parler avec leurs parents, parce que nous consommions des images dures quand nous étions plus jeunes, mais avec nos parents devant la télé, et on pouvait débriefer. Eux, le problème, c'est qu'ils lisent ces informations et qu'ils voient ces vidéos seuls dans leur chambre, et qu'après, ils sont tellement honteux de les avoir vues, pour certaines d'entre elles, qu'ils n'osent pas nous en parler. Donc, ils dorment avec. Oui. Et ça, je trouve ça très dangereux. Pascal, forcément, c'est forcément. En fait, ce qu'il raconte, au fond, au cœur de ce livre, c'est le bing-bang que constitue l'adolescence, non seulement pour le noyau familial, mais aussi le couple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est largement, évidemment, autobiographique, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue d'un père sur ces adolescents, le point de vue d'un père sur l'éducation, ce qu'il faut faire pour contrer cette énergie négative que constitue le fait d'avoir des adolescents à la maison. Et puis aussi, il parle de son couple, et de son couple, pas dans la réalité bien sûr, et il a un point de vue très masculin aussi sur ce couple qui finalement, comme tous les couples souvent, vieillit mal, et donc il invente des choses pour réanimer, réanimer son... Et pourtant c'est drôle. Et alors voilà, et alors, donc juste dernière petite chose, il y a un moment de résurrection qui est quand même très bien décrit, moi je trouve que ça mérite d'être lu, sur fond d'actualité, puisqu'il a lieu au moment du 22 mars, les attentats de Bruxelles, où finalement il découvre, c'est la rencontre donc, du ça père. vous a plu. Oui, moi je trouve que ça mérite, surtout si vous avez des adolescents à la maison, ne vous privez pas de cette lecture, ça peut être très utile. Quand je dis j'en ai un paquet, ce n'est pas évidemment négatif pour cette magnifique famille. Alors allez vite, car nous sommes au terme de cette émission. Michel. Alors très rapidement, oui, c'est un bouquin que j'ai plutôt bien aimé. Effectivement, c'est un bouquin qui paraît léger au début, mais finalement qui traite de choses relativement graves et qui m'a fait penser paradoxalement à un vrai livre de psycho d'un psychothérapeute et psychologue et psychothérapeute suisse qui est Nino Rizzo, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Parents d'ado, une crise peut en cacher un autre. Et en gros, vous pouvez lire l'un ou l'autre parce que c'est la même chose. Vous avez la version romancée, c'est Jérôme Collin qui explique ça, mais qui explique fort bien. C'est vraiment un cas d'école. Et puis il y a la version plus clinique du psychologue qui vous explique que voilà, les parents d'ado en général ont 40 et 50 ans, c'est aussi une crise pour eux, c'est une crise qu'ils doivent affronter vis-à-vis de leur adolescent, qui leur envoie une image, qui se casse la gueule, leur propre image, leur couple en général bat de l'aile parce que tout d'un coup les ados deviennent grands et puis les parents de se retrouver entre eux, si ça marche pas, ça va se casser la figure aussi. On est vraiment dans cette situation-là, c'est ce que raconte Jérôme Collin, mais c'est ce que des psychiatres et des psychologues ont aussi raconté, et ça fait la valeur du livre, ou ça fait la volonté d'aller chercher dans des choses plus scientifique. Voilà. Vous êtes obligé de vous interrompre car va intervenir la Monica Bellucci. Oh. Du Québec. Je me suis encore du plateau. Claudia. Moi, je n'en ai pas dormi de la nuit, je dois vous dire. Non, mais vraiment, pas juste pour cette raison-là, mais disons que ça m'a troublée. Ça m'a troublée parce que j'ai 2 jeunes enfants. Je suis épuisée totalement. Alors, je me dis, je n'ai pas fini. Moi qui avais hâte qu'ils grandissent, ces enfants, je n'ai pas fini. Les troubles ne font que commencer. Donc, j'ai trouvé ça... Et c'est vrai ce que dit Michel. Il y a quelque chose de très drôle, un peu léger, un peu loufoque, mais
si on gratte un peu, il y a quelque chose de très sérieux, de très difficile, un dur constat sur le couple et sur le maternage, la parentalité. Et c'est intéressant que ce soit du point de vue du mec et non pas celui de la femme. On a lu beaucoup, vous avez des auteurs en France qui ont écrit sur la maternité, je pense à Marie Dariussec, entre autres, Camille Laurence et tout ça. Et là, c'est le point de vue de l'homme. Alors ça, c'est encore plus fascinant d'entrer dans le cerveau de ces charmantes petites bêtes adorables. Nos amis. Nos amis, les animaux. Non, c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, ce qui est le plus original. C'est-à-dire que c'est rarement un point de vue masculin qui parle des enfants, de l'adolescence. Et là, il explique comment il tombe du piédestal. C'est-à-dire que quand les enfants portent leurs parents tout en haut, au pinacle, et puis quand ils deviennent adolescents, c'est beaucoup plus paf. Donc voilà. Et ça, il le raconte très bien. Et il dit que c'est un peu inspiré. Enfin, que ça lui fait penser à American Beauty, vous savez, avec Kevin Spacey, où aussi, là, on avait un point de vue d'un homme sur ses enfants, les adolescents. Bon, là, ça ne va pas aussi loin. Il y a des scènes assez savoureuses, l'autodafé du divan, je trouvais ça assez drôle. Le fait qu'il aille se réfugier dans les toilettes pour oublier sa famille et qu'il n'en peut plus. C'est intéressant de voir un homme qui n'en peut plus, qui est au bord de la rupture. Et il y a aussi une grande critique de l'éducation. De l'école. C'est-à-dire de l'école. Voilà, il trouve que c'est vraiment un système qui est archaïque, qui ne correspond plus du tout aux adolescents d'aujourd'hui. Et donc, je trouve ça, sociologiquement, c'est intéressant. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Ça sent le vécu. Ah, Non, ça, sent c'est le du vécu. Pas si L'école- c'est la plus jolie expression du l'école- monde, ça sent le vécu. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu ça le matin en ouvrant un ordinateur, par exemple, et tombant sur un site qui avait consulté mon fils toute la nuit. Laura. Eh bien, juste, vous n'êtes pas seul, et Jérôme Collin non plus. Et sur Internet, La quand j'ai famille lu est le une livre, catastrophe indispensable. quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais le pauvre, il ne connaît pas tous ces sites Internet qui peuvent l'aider, parce qu'on a envie de lui venir en aide et pour mieux gérer ses ados. Eh bien, déjà, il y a un père de famille britannique qui, tous les jours, poste des photos. Il est père de 4 filles. Il poste les photos de son quotidien. Et voilà, on s'identifie tout de suite. Mais il y a aussi le site parentsépuisés.fr qui vous propose des kits de survie quand vous ne savez pas quoi faire de votre enfant. Parensépuisés.fr. Et ça existe Ça, je vais vraiment. Il y a regarder par vraiment le kit de curiosité. survie pour les occuper, justement, les éveiller, les faire changer. Et si vous comprenez rien de leur langage, qui est particulier, les BMDR, OMG, enfin, il y en a de plus en plus, même moi j'ai du mal. Il y a Adozen, adozen.fr, qui vous dissèque tout ce langage pour pouvoir mieux communiquer avec vos ados. Donc je vais envoyer cette liste à Jérôme Collin, mais elle va aussi servir à tous Bien les sûr. chroniqueurs et chroniqueuses ici présentes. Parents d'ado. Bah oui, évidemment. Quand tout d'un coup, vous proposez à votre enfant un matin un croissant, vous avez fait des courses, vous croyez qu'il va être heureux, il te répond « What the fuck ?» Mais c'est vous, Jérôme Donc, Collin. il donne la traduction. C'est à peu près ça le début du bouquin. Hein. Ah bah, c'est exactement ça. Coup de cœur. La Suisse est un cœur battant. Ah oui. Et surtout pour le bouquin dont j'ai envie de vous parler, qui est une collaboration franco-suisse. C'est la dernière BD de Frédéric Peters, le dessinateur, et Serge Lehmann, le scénariste, aux éditions Delcourt. Ça s'intitule L'homme gribouillé. C'est entre le manga et le roman graphique, 326 pages en noir-blanc, absolument sublime, histoire de famille, secret, golem, thriller fantastique. Franchement, c'est extrêmement bien fait. On est Rappelez le titre. L'homme gribouillé, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. C'est un magnifique livre que je vous recommande. L'homme gribouillé. Claudia. Notre amie Dany Laferrière, qu'on aime beaucoup et qui est à l'Académie, il vient de faire paraître, donc dans une coédition, Le Seuil et Boréal au Québec. Boréal au Québec, ça va sortir autour de la fin avril, mais au Seuil, c'est le 28 mars. Autoportrait de Paris avec chat. Un livre illustré, qu'il a illustré lui-même, avec beaucoup d'images. Lui-même a fait ses dessins. C'est lui-même qui a écrit. C'est sa propre calligraphie. Et c'est son histoire, son rapport avec Paris, son rapport avec la France, avec les auteurs, avec justement, la tradition française, les mœurs, la culture, les gens qu'il rencontre, ce qu'il voit de sa fenêtre qui donne sur la gare de l'Est. Alors, vraiment, c'est un point de vue intéressant de Dany Laferrière. Estelle Martine. Donc, comme j'ai envie de revenir pour les prochaines émissions, voir la prochaine saison, un petit coup de cœur à César Intime, qui est une exposition qui a lieu en ce moment au Toit de la Défense, et dont la curatrice est notre bien-aimée productrice, Isabelle Siri. Et c'est vrai qu'on découvre l'artiste d'une manière intime, donc César, des photographies faites par Jean Ferrero, qui est un collectionneur d'art. Il dit qu'il est un brocanteur d'art. Je trouve l'expression extrêmement jolie. Et c'est très touchant, c'est assez émouvant de revoir César vraiment intime, c'est-à-dire en train
train de faire la sieste, en train de se déguiser en Landru. Enfin voilà, c'est vraiment une jolie exposition qui est donc au toit de l'Arche à la Défense, là Voilà, où avec toujours nous avons la officié. rétrospective César qui est au centre. Exactement. Qu'il ne faut pas oublier. Laura. Et moi, j'ai un lieu à vous proposer, ça s'appelle Place Ronde, c'est le premier bed, book and breakfast. Vous allez pouvoir dormir dans une librairie. Voilà, depuis quelques jours, ça a ouvert et vous allez, en même temps, vous passez la nuit, vous pouvez accéder à tous les livres de la librairie, y dormir et y prendre votre petit déjeuner. C'est où ça? À Lille. À Lille, en France. À Lille. Oui, à Lille. Ah, d'accord. Donc il faut quand même aller à Lille pour dormir dans la librairie. Mais voilà, En même temps, ça vous donne l'occasion de voyager. Vous allez souvent à l'hôtel à Paris, vous? Comment? Je ne sais pas quelle est cette proposition. C'est incroyable. La Belgique, c'est un truc de dingue. Vous avez un coup de cœur avant d'aller à Lille, dans un lit avec un livre? Il y a un petit code là que j'avais oublié. C'est vrai que les Parisiens vont à l'hôtel. Alors, donc moi aussi, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur est un lieu aussi, beaucoup moins sexy que le vôtre. Non, donc c'est un lieu d'art. Si vous passez par Paris, courez aller voir la nouvelle fondation Galerie Lafayette qui vient d'ouvrir ses portes. Alors ce n'est pas une énième fondation d'art contemporain avant-gardiste, non. Ce n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu où on fabrique. Et donc dans les caves, il y a un atelier avec des machines faites sur mesure, dernier cri, mise à disposition des artistes. Donc vous qui nous écoutez et nous regardez dans le monde, si vous avez un projet, eh bien proposez-le. Vous allez peut-être être accepté, fabriquer votre art, votre sculpture, votre installation dans cette fondation, cette nouvelle fondation qui a été faite quand même par Rem Koolhaas, qui est un des plus grands architectes du monde. Voilà. Et qui est parrainé par Madame Moulin, Ginette Moulin, la grande héritière des Galeries Lafayette, dont le petit-fils Guillaume Mouzet est à l'origine de cette fondation. Alors, vous savez que dans les années 70, tous les grands philosophes français, Michel Foucault, Jacques Derrida, qui ont parcouru le monde entier avec la destruction de la culture, donc eh bien l'un d'entre eux, Jean-François Lyotard, fut l'apôtre de la postmodernité. Et puis il a un petit enfant éloigné qui est ce sociologue Michel Maffesoli qu'on retrouve toujours souvent dans les émissions de télévision ou de radio avec son nœud papillon, son côté bien sage, etc., qui est l'inventeur du nomadisme, du tribalisme, c'est-à-dire il considère que les sociétés ne sont plus fondées sur ce concept unique qu'est la République. Pour lui, tout ça est un gigantesque mensonge, mais au fond, sur une forme de communautarisme soudé de gens qui sont passionnés par des choses totalement différentes, la musique classique, etc., etc. Et donc, c'est Être postmoderne par Michel Maffesoli. Je ne citerai qu'une seule phrase, car c'est également une des caractéristiques de la postmodernité que celle du sérieux accordé au plus équivident des fakes. Voilà, c'est Michel Maffesoli. Vous avez en plus, pour le même prix, le Caravage sur la couverture, ce qui n'est pas plus mal. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec bonheur.